Bonjour, madame, monsieur. Je reprends avec la même bêtise. Bonsoir. La pluie nous fait croire que nous sommes tout de même en début de journée, alors que nous sommes en train d'aller vers le soir. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Pour ceux qui nous visitent une première fois, nous sommes bien sûr à l'Harmattan, à la représentation de l'Harmattan au Bénin, où nous avons pris l'habitude, entre toutes les activités que nous faisons, de recevoir des personnes d'intérêt pour discuter, échanger sur des problématiques qui peuvent nous aider à entrer dans le sens plus profond de ce que nous connaissons de loin. Et c'est dans cette perspective que nous avons invité Madame Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, présidente, fondatrice de la Fondation Zinsou, pour me répéter. Par ailleurs, présidente du conseil d'administration de la Villa Médicis, une pionnière en matière d'art contemporain au Bénin. Et tout joyeusement, j'admets que c'est l'une des kaisers en matière d'art contemporain au Bénin, et son règne ou son empire s'étend au-delà des frontières que nous pouvons imaginer. Marie-Cécile, c'est un plaisir de vous accueillir et surtout, merci de nous honorer de cette réponse favorable à notre invitation qui nous permet aujourd'hui de vous recevoir et d'échanger sur un thème qui intéresse plus d'un. Je ne me suis pas étendu sur votre profil, que je sais assez dense. Qu'est-ce que j'ai omis de dire sur vous? À part que j'étais un Kaiser. Non, merci beaucoup de votre accueil. Je suis très, très honorée d'être là. Oui, je m'appelle Marie-Cécile Zinsou. J'ai créé la Fondation Zinsou en 2005 ici à Cotonou. Elle s'est développée avec le temps. Aujourd'hui, elle est basée entre Cotonou et Ouidah, où il y a à la fois un espace d'exposition à Cotonou, un musée à Ouidah et maintenant le jardin qui va compléter le musée, qui est un nouvel espace qu'on présente. Donc voilà, du coup, depuis 2005, ça fait 21 ans que la fondation existe, qu'elle accueille du public, beaucoup d'enfants, beaucoup de public scolaire, et puis maintenant, chose nouvelle, des touristes. C'est une des nouveautés liées au développement de notre pays. Et par ailleurs, du coup, j'ai rejoint la Villa Médicis comme présidente du conseil d'administration à la demande du président de la République française il y a 4 ans et demi, 5 ans. Et je suis vice-présidente de l'Institut des cultures d'islam aussi à Paris. Et voilà, et donc je mène différentes activités. Je suis dans un certain nombre de conseils d'administration autour de la création contemporaine, autour de l'accompagnement des artistes, que ce soit des résidences d'artistes comme Push, ou que ce soit pour des résidences de jeunes metteurs en scène et de jeunes écrivains de théâtre comme la Maison Maria Casares. Donc voilà, du coup, j'accompagne différents types de projets. Quand je sens que je peux apporter quelque chose par rapport à mon expérience de la Fondation. D'où, ce n'est pas un compliment, mais d'où le qualificatif que vous êtes Kaiser, une impératrice dans le domaine des arts contemporains. Parce que quand on regarde de 2005 à 2026, vous avez fait venir au Bénin plusieurs créateurs d'intérêt internationaux, africains et autres, qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance de voir et d'avoir au Bénin, ou de toucher ou de regarder leurs œuvres. Une nuit été, cette initiative que vous avez prise quand vous étiez, je dirais, plus jeune, et il y a quelques années, comme quoi vous avez fait du chemin et vous nous avez fait faire du chemin également. En fait, en 2005, quand j'ai créé la Fondation, je crois qu'il y avait un besoin, que moi je sentais parce que j'enseignais à des élèves au village SOS à Abomey-Calavi et tout ça, et donc je sentais quand même qu'il y avait un besoin des jeunes gens d'accéder à la création, de voir des créateurs de leur temps, pas forcément d'ouvrir des livres d'histoire de l'art où il y avait que de l'histoire de l'art occidentale, ce qui était quand même un tout petit peu une complexité dans la façon dont on abordait la question de l'histoire de l'art, parce que
l'art africain était très 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 peu représenté et on avait vraiment, il y avait 2 masques et puis après tout le reste c'était de l'histoire occidentale. Donc il y avait un vrai sujet. Il me semblait, il y avait tous les artistes étaient là. Le seul endroit, j'ai envie de dire, où on pouvait pas les voir, c'était quand même plutôt sur le continent. Donc d'où l'idée de créer ce lieu d'exposition, parce que moi je me demandais pourquoi je devais aller voir les œuvres de Monsieur Romuald Azoumé à Düsseldorf, les œuvres de Monsieur Andriano Marisoa à Paris, les œuvres de Monsieur Sherry Samba à Houston. Enfin voilà, l'idée c'était de pouvoir aussi accueillir les gens ici, et je pense que moi, je l'ai fait avec un focus sur le public, en me disant que les enfants des écoles avaient besoin de voir ça, de venir, de découvrir la création qui était faite dans leur pays, autour d'eux, sur le continent, dans leur temps. Et en fait, j'avais peut-être sous-estimé la demande des artistes d'exposer sur le continent. Parce qu'en fait, tous ces artistes qui exposaient dans le monde entier, il y a une chose qui leur manquait, qui était d'exposer sur le continent. Et du coup, j'ai envie de dire, ça n'a pas été un énorme travail de les convaincre parce qu'en fait, ils avaient envie de pouvoir exposer. Et alors, du coup, même s'ils n'étaient pas béninois, même s'ils venaient d'ailleurs sur le continent, en fait, voilà, à défaut d'avoir des structures d'exposition dans leur pays, en fait, la demande était assez forte pour les artistes d'exposer en Afrique. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à parler assez rapidement avec des artistes dont au début, on n'était pas sûr qu'ils nous considéreraient sérieusement. Mais en fait, c'était leur volonté. Comment vous êtes arrivé à cette passion pour la création contemporaine, au sorti de l'université, puisque vous êtes historienne d'art, vous engagez sur ce chemin encore en friche à cette époque? Je vais vous arrêter à ce niveau-là. J'ai failli être historienne de l'art. Et d'ailleurs, si j'avais pas ouvert la fondation, si ça se trouve, je le serais aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai pris une année de césure. Et en fait, j'ai oublié de retourner à l'université. J'ai créé la fondation. Donc, du coup, je suis pas restée à l'université. En arrivant, je me suis dit qu'il fallait absolument faire la fondation et que c'était plus urgent. Comme tout le monde m'avait dit que ce serait un échec catastrophique et que ça servait strictement à rien parce que si c'était un projet utile, bah ça existerait déjà. Donc comme ça n'existe pas, ce n'était pas utile. Du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, ça va pas faire une année de césure, ça va faire 3 années de césure, mais bon, ça passera, je pourrais toujours me réinscrire et reprendre. Donc je me suis dit ok, je lance la fondation et puis dès que j'ai raté, je me réinscris. Mais alors là, du coup, j'en suis à 22 années de césure, donc du coup, je suis pas encore complètement revenue dans le système. Voilà. Comment ça s'est mis à m'intéresser? Je pense que je viens d'une famille de profs, ce qui est tout bête, mais en fait, du coup, j'ai une maman professeure, un papa qui, avant d'avoir d'autres activités, était professeur. Donc, je suis née dans une famille de professeurs. Mes grands-parents étaient professeurs. Il y en a qui étaient médecins, mais généralement professeurs de médecine. Donc, en fait, je viens d'une famille où, sur toutes les générations, que ce soit voilà, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, enfin, tout le monde est quelque part professeur de quelque chose. Je pense que du coup, quand vous êtes enfant de professeur, vous avez tendance à lire des livres, à aller au musée énormément et à apprendre en permanence. Donc, j'ai été élevée dans un univers où le musée était absolument essentiel. Et on était constamment confrontés aux questions aux questions artistiques, aux représentations artistiques, quelles qu'elles soient, quelles que soient les époques. Enfin, c'était vraiment une nourriture et une façon pour mes parents, notamment ma mère, de nous nourrir, parce que ma mère faisait ça avec ses élèves aussi. Elle nous emmenait, nous, au musée tout le temps. Elle emmenait ses élèves au musée en permanence. Elle emmenait ses élèves au théâtre. Elle nous emmenait au théâtre. Il y a toujours eu... elle écoutait de l'opéra à la maison. On allait voir des tableaux. Donc, je viens pas du tout d'un monde de collectionneurs où on a des œuvres à la maison. Je viens d'un monde où on va voir des expositions et après, on achète le livre sur l'artiste et après, on le rapporte à la maison et on lit le livre sur l'artiste. C'est un peu ça, le background. Je pense que c'est ça qui a été assez déterminant au départ. Et après, c'est l'expérience d'enseignement ici. J'aurais pas enseigné à Abomey-Calavi, à l'école Hermann Mayer. Je suis pas sûre que j'aurais ouvert la fondation, mais à un moment, j'étais face à une 60aine d'élèves qui avaient qu'une envie, c'était de découvrir ce qui se passait, et que ce soit dans l'histoire ou sur le moment. Et j'avais juste aucun endroit où les emmener. Et je pense qu'après, il faut une famille suffisamment de professeurs pour se dire, mais si on y allait, et si on ouvrait un espace d'exposition, et si on faisait des programmes pédagogiques pour recevoir les écoles, et voilà. Donc je pense que c'est vraiment un background familial qui crée une certaine passion et qui donne après envie la rencontre avec mes élèves, qui m'a donné envie de continuer, parce que je me disais pourquoi est-ce que si ces enfants étaient nés à Paris ou à New York, bah, ils auraient accès à tout. Pourquoi le fait d'être nés à Cotonou devrait les empêcher d'avoir accès à des choses?
Voilà. Et donc, c'est en réfléchissant à ça que je me suis dit, bon, on essaye, et puis quand ça rate, on arrête. Et cet acte de foi nous a valu, parmi les fondations africaines les plus représentatives, d'avoir la fondation Zinsou, et surtout d'implémenter une démarche artistique et surtout de création qui nous a permis d'avoir une nouvelle génération de créateurs à la suite de Romuald Razoumet, Charlie d'Almeida et bien d'autres, Tiff aussi, et surtout de faire croire, parce que dans l'imaginaire, je ne dirais pas africain, mais pour la majorité, l'art appauvri, l'art, c'est un langage élitiste, réservé pour une certaine catégorie de personnes, et cette démystification fait qu'aujourd'hui, les réflexes ont évolué, il faut le dire, et vous n'êtes pas la seule. Dans d'autres domaines, il y a des initiatives du genre, que ce soit dans le domaine de la musique, de la littérature et autres. Donc, une mouvance de pionniers ou de gens ayant pris le témoin à un moment donné et qui l'ont porté à un niveau appréciable et qualitatif. D'où ma question, l'art permet-il de développer un individu, un pays? Alors, je vous arrête sur une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, qui est l'art est élitiste. Non, c'est ce qui se dit ordinairement, ou ce qui se pense. Oui, mais l'art est élitiste dans des sociétés qui ne sont pas forcément la nôtre. C'est pas... Nous, il y avait un petit sujet de déficit de structure. À Cotonou, il n'y avait pas tellement de musées. Bah, du coup, comment savoir si une structure qui n'existe pas est élitiste? C'est compliqué. Donc, il n'y avait pas de raison de penser que sous prétexte qu'à New York, à Tokyo et à Pékin, c'est assez élitiste et ça concerne plutôt un niveau de population d'une certaine bourgeoisie. Ok, mais alors si le monde occidental fonctionne comme ça, est-ce que ça nous questionne, nous, sur la façon dont on fonctionne? Pas forcément. C'est vrai. La Fondation, on a toujours dit, ça doit être quelque chose pour les grands bourgeois et tout ça. Ah bah peut-être, mais ils ont oublié de venir. Nous, vous avez vu les gens qu'on a reçus. Si vous êtes venu à la Fondation, vous avez vu qui visite. On a tout de suite axé volontairement sur un public très jeune, très scolaire, pour répondre à votre question. Pourquoi? Mais parce que ça ouvre des fenêtres sur le monde, en fait. Parce que quand vous êtes face à une œuvre d'art, ça vous apporte quelque chose que vous n'allez pas trouver à l'école, que vous n'allez pas trouver à la maison. Ça vous apporte un développement personnel et une autre éducation. C'est une autre branche de l'éducation. Ça concurrence pas l'école, ça concurrence pas ce que va vous apporter la maison, mais ça vous ouvre des perspectives d'ailleurs. Et quelle que soit la démarche de l'artiste, en plus, là, on est vraiment avec des artistes tout à fait de notre temps, qui sont là en plus pour nous expliquer. C'est-à-dire que les artistes sont présents, ils viennent autant que possible, donc ils racontent. Donc à partir de... Enfin, vous voyez, c'est les gens qui ont vu des plaques de terre de Joël Andriano Mearisoa et qui sont partis dans des cartographies imaginaires parce que l'artiste nous a accompagnés là, il nous a raconté ça. C'est quelque chose qui est très difficile à obtenir d'une autre manière. Le musée, c'est essentiel pour ça, mais avant même le musée, vous avez remarqué, on a commencé avec la fondation qui était ça s'appelait juste la fondation, il n'y avait pas tellement d'autres lieux. On a créé le musée plus tard, on a créé le musée en 2013. Donc le musée, il a 13 ans aujourd'hui et le musée accueille la collection permanente et des cartes blanches à des artistes. Mais on a commencé progressivement, on ne s'est pas tout de suite dit on va ouvrir un musée. On s'est dit on va ouvrir un espace qui nous ressemble et qui grandit avec le public. Qui est notre public? On ne savait pas. Quand on a ouvert les portes, on ne savait pas qui on allait recevoir. C'était un peu la surprise puisque tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas de public. Donc on a assez vite compris qu'on se dirigeait vers un public plutôt jeune, sur un public qui connaissait pas l'art, on n'avait pas d'amateurs d'art et tout ça. Et donc du coup, nous, on a grandi au fur et à mesure avec notre public et on s'est adapté en permanence. Le public s'est adapté à nous, nous on s'est adapté au public et on a grandi comme ça. Mais du coup, d'où le fait que ça n'a jamais été élitiste.
Ça devient parfois un tout petit peu élitiste aujourd'hui, 21 ans plus tard, quand vous avez des touristes richissimes qui viennent visiter la fondation ou qui veulent privatiser le musée, ce qui nous arrange bien parce que ça finance une partie de nos actions. Et là, effectivement, vous pouvez accuser certains jours, on va dire 3 jours par an, c'est très très élitiste. Mais ça laisse quand même tous les autres jours de l'année où c'est quand même plutôt une activité qui est très très ouverte à tous et j'ai envie de dire, on a plutôt pris le problème dans l'autre sens, en fait. On n'a pas tellement visé une soi-disant élite, on a plutôt visé, voilà, de tout le monde, quoi. C'était vraiment, vraiment large, parents, enfants, on a toujours travaillé dans cette direction. Et donc, évidemment qu'à titre personnel, c'est très important de revenir au musée, et on le voit parce qu'aujourd'hui, on a les témoignages des enfants qui sont venus il y a 20 ans au musée et qui du coup sont des adultes et que on recroise maintenant en réunion, dans des projets et tout ça, et qui nous disent en fait ce que ça a pu leur apporter, ce que ça a pu leur ouvrir comme perspective, comme dynamique. Et sinon, moi, ce qui m'intéressait en 2005, c'est que je me suis dit, il faut aussi qu'on montre à tout le monde, par exemple, Romuald Azoumé, puisque Romuald Azoumé, c'est le tout premier artiste qu'on a montré en 2005. Pourquoi montrer Romuald Azoumé? Qui est Romuald Azoumé? Je l'ai cherché au Bénin pendant 1 an et demi. Je savais pas que je le voyais toutes les semaines. Parce que quand on allait à la même plage, au même endroit, on avait des chaises de plage pas très loin, et les gens m'avaient dit, c'est le danseur de salsa qui fait la salsa à l'hôtel du port. Bon. Et donc, pendant 1 an et demi, j'ai cherché Romuald Azoumé, jusqu'à ce qu'un jour, j'en parle et quelqu'un me dise « Ah, tu cherches Romuald Azoumé ? Ah ben, c'est lui. » Et je dis « Non, parce que lui, il est danseur de salsa. » On m'a dit « Ah oui, ici, il est plutôt danseur de salsa, mais sinon, ailleurs, dans le monde, il fait plutôt Romuald Azoumé. » Et si vous voulez, c'est quand même assez rigolo parce que Romuald Azoumé, c'était juste l'excellence totale. C'était l'ambassadeur du Bénin, quoi. C'était le type, il était dans toutes les expositions, dans tous les grands musées. C'était vraiment la personne que tout le monde admirait. Donc, il y a des gens qui avaient jamais entendu parler du Bénin de toute leur vie et ils ont entendu parler pour la première fois avec Romuald, en fait. Et c'est l'art de Romuald qui leur ouvrait une porte sur le Bénin. Mais sinon, le Bénin, c'était pas quelque chose qu'ils envisageaient. Donc, du coup, c'était un peu bizarre de se dire, il y a des gens qui vous voient par rapport aux statistiques. Et alors là, le continent africain en 2005, les pays d'Afrique de l'Ouest en 2005, les statistiques étaient pas inouïes, c'était pas hyper glorieux. On n'était pas dans les pays les plus glamour du monde. Et pourtant, on avait des gens de notre pays, comme Angélique Kidjo, comme Romuald Azoumé et tout ça, qui représentaient le Bénin au plus haut niveau. Et en fait, en ça, l'art est quand même une métaphore du développement. Parce que ce qui est très intéressant, c'est quand on a montré les tableaux de Romuald Azoumé, on n'a jamais fait une exposition en développement. On n'a pas montré un artiste sous-développé. Vous voyez ce que je veux dire? On était à un niveau d'excellence absolue qui était contesté par personne. Et puis ça intéressait les gens au Bénin, mais ça intéressait aussi les gens ailleurs, de savoir qu'on l'exposait. Et je pense que voilà, ça c'était hyper intéressant parce que du coup, l'art nous ouvrait aussi une porte sur ce que pouvait être l'excellence. Et en fait, ça disait tout ce qu'on a vécu depuis ces 20 ans, ça l'annonçait en fait. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a une scène qui est extrêmement créative, extrêmement large, extrêmement riche. Il y a des gens qui ont des pratiques très, très différentes. Il y a de plus en plus d'artistes qui existent parce que la scène est plus large et peut accueillir plus de monde. Et en ça nous donne, enfin voilà, maintenant tout le monde a le sentiment que le Bénin est le pays de l'art. Je pense on n'est pas très différents d'il y a 20 ans. En réalité, en termes de création et de talent, je pense qu'il y avait les mêmes talents. C'est juste qu'aujourd'hui, on les voit, on les célèbre, on a le droit de les admirer. Le talent s'exprime beaucoup plus facilement. Il y a plus de lieux où exprimer son talent. Et en ça, c'est très intéressant. La création, elle a toujours été là. Et tout à l'heure, vous avez dit une chose sur laquelle je n'étais pas 100% d'accord. C'est-à-dire, la fondation, elle a rien changé au talent des artistes. Elle a juste mis en lumière. Et ça sert, hein, c'est un rôle important, je dis pas le contraire. Mais c'est pas, nous, on n'a rien fait au talent des artistes. Le talent des artistes, il a toujours été là et il sera toujours là. On était déjà un pays, on avait une politique culturelle au XVIIIe siècle, par exemple dans le royaume du Dahomey, qui était absolument fascinante. Il y avait une politique d'accompagnement des artistes de la part des rois du Dahomey qui était extraordinaire, et avoir le statut d'artiste de cour à Abomey, on va dire en 1700 quelque chose, 1800, c'était quand même un vrai avantage. C'était un statut tout à fait élevé. C'est une tradition qui s'est un peu perdue avec la colonisation qui a été complètement effacée, mais en fait aujourd'hui on se réinscrit dans quelque chose qui est historiquement dans les codes de nos royaumes. Donc c'est intéressant de voir que ça réexiste aujourd'hui sous une autre forme, que c'est de nouveau très dynamique.
et qu'on est un pays qui assume sa création et qui la célèbre. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays aux alentours pour qui qui la création peut être aussi une forme de menace. Et donc, il y a beaucoup de pays encore aux alentours qui la mettent pas en avant comme le Bénin. Est-ce que ce serait mal dire de dire que vous êtes la Fondation Zinsou? Oh ben non, c'est clair. Évidemment, c'est moi la fondation. D'accord. Et non, mais je l'ai créée, je la dirige depuis 21 ans. Alors après, oui, un jour je partirai évidemment, mais c'est vrai que le niveau d'engagement que demande de créer une fondation, ça vous oblige à laisser une partie de vous-même à l'intérieur quand même. Et quel a été le rôle ou la contribution de la Fondation Zinsou ou de vous et Marie-Cécile Zinsou dans le rapatriement des œuvres d'art du Bénin resté en Europe, en France, sur une bonne... sur quelques années, j'allais dire une dizaine d'années? Alors, sur la restitution spécifiquement, alors c'est peut-être un tout petit peu moins le sujet de la fondation, parce que la fondation, comme on l'a dit, elle est plutôt sur la création contemporaine, sur les expositions, les résidences d'artistes, les ateliers pour les enfants. Donc, la fondation en soi, c'est pas forcément le lieu de la restitution. C'est pas, mais par contre, oui, c'est mon engagement. C'est un engagement assez fort. C'est un engagement que je partage aussi avec les gens de l'équipe. Mais au tout début. Aujourd'hui, c'est très bien la restitution, c'est formidable, ça plaît à tout le monde, ça a été un grand succès, le Bénin a fait ce qu'aucun pays n'avait fait. Rappelez-vous, au début, c'était légèrement plus polémique. C'est-à-dire que la restitution, ça nous valait une avalanche d'attaques racistes, c'était très très violent en fait. Quand le président Macron a prononcé le discours de Ouagadougou en 2017 pour dire je veux que le patrimoine africain soit rendu à l'Afrique, ça a quand même déclenché des tollé, principalement raciste évidemment, mais d'une violence verbale, parfois même presque physique, incroyable. Et donc, du coup, c'était aussi pour protéger la fondation et les équipes qui sont au contact du public en permanence que je voulais que ce soit assez séparé et que la fondation, voilà, si vous êtes allé à la fondation dans les 10 dernières années, je pense que personne ne vous a parlé de restitution, personne ne vous a donné des tracts, personne. On a essayé de faire une séparation pour pas que les guides, les médiateurs notamment, soient pris à partie, parce qu'on a eu quelques exemples de gens un peu virulents qui venaient à la fondation et qui pouvaient s'en prendre, voilà. Et l'idée, c'était de séparer complètement ça. Et moi, par contre, je pensais qu'il fallait pas être silencieux sur la question de la restitution. Je pensais que c'était hyper important qu'on parle, et puis qu'on parle depuis le Bénin, et qu'on dise, en fait, où on en était, ce qui nous manquait, pourquoi c'était quand même très étrange d'avoir une grande partie des pièces très symboliques du patrimoine dahoméen qui étaient en France. Donc, je voulais pas me taire sur le sujet, et en même temps, je voulais pas impliquer mes équipes dans des problèmes qui auraient pu être graves. Donc c'est pour ça qu'on a séparé un peu, j'ai envie de dire, la fondation et moi sur le sujet de la restitution. La fondation s'est concentrée sur l'art contemporain, les artistes, et j'ai dit vraiment à tous les médiateurs et à toutes les équipes du musée, vous bottez en touche quand on vous pose la question, vous n'êtes pas là pour parler de ça. On se protège parce que moi je me suis fait bousculer, on va dire, je me suis fait jeter par terre, je me suis fait cracher dessus dans 2-3 trucs, donc du coup j'ai compris que ça pouvait tourner à la chose pas terrible. Donc, après, sur la question de l'engagement de la restitution, en 2006, on avait présenté une exposition qui s'appelait Béhanzin, roi d'Abomey, qui est une exposition qu'on avait fait juste à côté, là, à Sikekoji, qui était une exposition avec des œuvres du musée du Quai Branly qui revenaient pour la première fois depuis 1892 et 1893. On avait présenté 34 œuvres du trésor royal qui avait été pris par le général Dodds à Abomey. Et Christiane Taubira, à l'époque, était députée en France et avait fait une énorme campagne pour dire qu'elle allait venir s'enchaîner au musée du Bénin qui présentait ces objets pour qu'ils repartent pas. Et c'est vrai que bon, ça avait créé quand même une sorte de panique, parce qu'on savait absolument pas ce qu'on allait faire avec Christiane Taubira enchaînée à la fondation. Et puis surtout, on savait très bien qu'il fallait qu'on rende les objets, parce qu'après, on était responsables. C'était nous qui étions le partenaire technique du gouvernement du Bénin, mais c'était quand même une opération qui impliquait 2 présidents de la République, le président Chirac et le président Yahi Boni. Moi, c'était la première fois, je devais avoir 23-24 ans, c'était la première fois que je devais gérer un truc pareil. C'était quand même un enjeu énorme pour nous. On recevait des collections d'un musée national français, donc on était quand même obligé de répondre à des cahiers des charges assez précis et stricts. Mais forcément, la question du livre d'or, au bout de ces 3 mois d'exposition, c'était
pourquoi ça repart? Pourquoi est-ce que ça fait 120 ans qu'on ne peut plus voir ces objets? Et pourquoi est-ce que, oui, on les a vus, nous, on a de la chance, mais alors du coup, nos enfants ne les verront pas. Et c'est vrai qu'en fait, c'était quand même une question qui nous taraudait tous depuis 2006, qui est pourquoi ça repart? Pourquoi est-ce que ces objets sont venus et pourquoi ils repartent en France alors que ça n'a aucun sens? C'est pas des objets français. C'est des objets qui viennent d'ici, qui ont été faits à 110 km de la fondation. Ça n'a pas, voilà. Donc, c'était quelque chose qui restait. Mais après, si vous vous souvenez bien, tous les pays depuis 1960 ont demandé à l'Europe de rendre les collections africaines. Il y a Paulin Joachim qui a fait une tribune en 65 qui s'appelle « Rendez-nous l'art nègre », qui est un des textes les plus forts et qui a été fait au Bénin justement sur la question de la restitution. Pendant le Festival mondial des arts nègres, la question de la restitution a été constante et a été en filigrane de toutes les expositions. Chaque pays a demandé et tout le monde s'est vu répondre la même chose. Le patrimoine français est inaliénable. Donc voilà, depuis le XVIe siècle, le patrimoine français est inaliénable. Donc il n'y a aucune possibilité de récupérer les objets. Une fois que les objets sont rentrés dans le patrimoine français, c'est terminé, c'est fini. Donc c'est vrai qu'en fait, ça donnait un peu le sentiment de se battre sur une cause totalement perdue, puisque bon, avec cette inaliénabilité et cette impossibilité de changer les choses, quand le Bénin a refait la demande, si vous vous en souvenez bien, c'était en septembre 2016, c'était la fin du quinquennat Hollande, il n'avait plus aucun pouvoir à l'Assemblée nationale, il n'avait plus de majorité, rien. Comment est-ce qu'il allait toucher l'inaliénabilité? Il a dit comme tous les autres, désolé, le patrimoine français est inaliénable, nous ne pourrons rien vous rendre. Donc il faut admettre que c'était quand même inespéré en 2017 quand Macron dit ça. La seule raison pour laquelle moi tout à coup je me dis c'est possible, parce que le type vient d'être élu et qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale et donc à ce moment-là effectivement il est en capacité de changer la loi. Mais c'était la première fois depuis 1960, depuis les indépendances, qu'on avait un président qui était motivé par le sujet, au point d'en parler publiquement, avec une capacité législative. Malgré ça, il aurait quand même fallu 9 ans et 2 quinquennats pour arriver à passer cette loi, puisque ce qu'il annonce en 2017 à Ouagadougou, ça se concrétise cette année, le 13 avril. Donc, ça montre qu'avec toute la volonté politique, les capacités politiques, alors même qu'il n'a plus l'Assemblée nationale avec lui et qu'il n'a plus de majorité, il a quand même réussi à passer le texte qui montre à quel point la société française a évolué sur ces questions. Mais c'est intéressant de se dire que même avec quelqu'un qui prend ce sujet très au sérieux et qui s'y intéresse ça, même en étant président de la République, il faut 9 ans pour arriver à monter une loi d'exception qui va permettre au Bénin à nouveau de récupérer des choses dès la fin de cette année. Mais voilà, ça dit quand même un peu le niveau d'engagement qu'il faut et voilà. Donc moi j'ai soutenu ça absolument tout le temps. Je me suis bougée parce que j'ai pensé que c'était important pour mon pays. Donc j'ai fait du plaidoyer, j'ai crié sur tous les toits qu'il fallait qu'on le fasse. J'ai fait tout ce que je pouvais à titre personnel pour essayer d'impliquer les gens, de raconter. Je vous raconte une anecdote toute bête, mais il se trouve que ma fille a 5 ans et demi et j'ai accouché le 20 octobre 2020 à 2h du matin. À 14h, j'étais auditionnée par le Sénat en France pour la question de la restitution. Et donc, vous voyez, j'ai accouché dans la nuit et j'ai téléphoné en disant « Il se trouve que j'ai accouché d'une enfant prématurée, c'était pas tout à fait prévu, est-ce que je peux reporter l'audition ?» Ils m'ont dit « Non, vous pouvez pas. » J'ai confié le bébé à l'infirmière et j'ai dit je reviens dans 2 heures, je suis désolée, mais il faut que je parte à l'audition. Et je suis allée faire mon audition, voilà. Donc quand je dis que j'ai payé de ma personne, honnêtement, j'ai vraiment payé de ma personne. Il y a vraiment à tous les moments, je me suis engagée. Mais je me suis engagée parce que j'avais fait cette exposition en 2006, parce que je savais quel était l'impact pour des jeunes gens d'avoir accès au patrimoine. C'est moins pour l'objet en lui-même que pour tout ce que ça apporte d'histoire, de fierté. Moi, je crois très profondément que la colonisation a beaucoup de défauts, mais son pire défaut, pour moi, et ça, je reconnais que c'est très personnel, son pire défaut, c'est d'avoir effacé l'histoire. Et d'avoir imposé une histoire qui n'était pas la nôtre, comme s'il pouvait y en avoir qu'une. Et je trouve que la question de la restitution, c'est aussi permettre de briser ce problème-là. En réalité, faire revenir des objets, c'est pouvoir raconter qui on est. C'est avoir la preuve
de ces royaumes qui nous ont portés. L'histoire est pas précoloniale, coloniale et postcoloniale. Je crois pas à ça du tout. Je sais que ça peut encore rester dans des schémas d'éducation assez classiques et tout ça, c'est souvent quelque chose que les gens portent. Moi, je n'y crois pas du tout. Et le problème, c'est que c'est difficile d'accéder à l'histoire. Quand vous voyez une récade, les enfants arrivaient à la fondation, ils disaient « mais qu'est-ce que c'est ?» Ils n'avaient jamais vu une récade de leur vie. Ah oui, bien sûr, toutes les générations d'avant se sont construites sans récade. Hein. Mais avoir une récade, c'est repartir dans un royaume et c'est raconter tout un royaume qui existait avec ses codes, avec ses histoires, ses légendes, tout ce qui fait le royaume et tout ce qui peut apporter quelque chose à la compréhension de qui nous sommes aujourd'hui. Et surtout, ça nous permet aussi de déterminer si on a envie de porter cette histoire, de la déposer et d'avancer. Enfin, ça nous permet de décider ce qu'on fait de notre histoire à nous. Voilà pourquoi je me bats en fait. Voilà pourquoi tout à coup je me dis il faut absolument que ces objets reviennent, que ces objets nous racontent une histoire qu'on nous raconte plus aujourd'hui. Cette histoire, elle n'est pas disponible. Quand vous vous intéressez à l'histoire, alors le Dahomey, j'en parle souvent parce que évidemment c'est le plus documenté. Il est plus documenté que la plupart des autres royaumes. Mais quand vous vous intéressez à un royaume aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça demande énormément ça prend énormément de temps, ça demande des moyens, faut réfléchir, enfin, faut trouver où trouver la source en fait. Où trouver la source. Si on se retrouve que dans des écrits du 19e siècle racistes qui ont été édités en Europe, ça n'a pas un intérêt fou. Donc, comment est-ce qu'on retrouve cette mémoire et ça? Et les objets sont porteurs de cette mémoire et les objets la transmettent. Donc, pour moi, récupérer les objets, c'est moins l'objet en tant que tel. C'est moins sa valeur artistique, j'ai envie de dire, que ce qui va transporter et ce qui va passer à la génération d'après. D'où l'importance et de se battre pour la restitution et d'où le fait voilà, de pas lâcher et d'essayer de continuer. Et on a eu un premier retour de 26 objets. Ces 26 objets sont devenus 27. Et puis après les 27, en fait, on va en récupérer d'autres. La question n'est pas de récupérer tout ce qui a été dans ce qui a été le Dahomey français. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de récupérer ce qui est fondamental pour nous permettre de raconter notre histoire. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir à ce dont on a besoin, trouver où c'est et s'organiser pour que ça revienne, pour que nous, on puisse raconter notre histoire comme on le souhaite. Je vois que beaucoup de chemins, beaucoup d'ardeur déployés et dans cette restitution d'une partie de notre mémoire et qui engage certainement une réécriture, pour ne pas dire fixée dans cet acte mémoriel, dans une nouvelle dynamique qui va avec toute l'initiative du pouvoir en place depuis cette dernière décennie, il faut dire. Vous avez contribué à mettre en lumière pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes, ceux du Bénin comme ceux d'ailleurs, et certainement aussi à être au cœur de certains agendas africains, internationaux qui leur permettent ou qui leur ont permis de se faire valoir et de se faire connaître davantage. Quel est, par exemple, du moins, voilà, c'est la question fondamentale d'ailleurs de cet échange, quel est le mécanisme de financement, de soutien à la création auquel s'adossent les fondations, surtout la fondation Zinsou. Comment ça se passe et quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour que l'aide à la création puisse sortir encore mieux? Alors, ça, c'est pas moi qui vais répondre à cette question, mais par contre, si vous trouvez la personne qui y répond, je viendrai l'écouter très volontiers. Comment ça se finance tout ça? C'est une bonne question. Ça demande un peu de créativité. Je pense que tous les gens qui financent des entreprises culturelles, des fondations, des musées, parce qu'aujourd'hui, les musées du Bénin sont quand même principalement privés. Il y a quasiment... les musées publics sont fermés en ce moment. Il y en a qui vont réouvrir et ça va être formidable. Mais pour l'instant, on est surtout dans le... Oui, pour l'instant, on est surtout dans l'initiative privée. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Non, ça fait 21 ans nous qu'on se bat pour essayer de dire, écoutez, on fait plutôt quelque chose qui ressemble à une mission de service public.
Et ça n'intéresse pas du tout le ministère de la Culture. Ça l'a jamais intéressé et ça l'intéresse pas, toujours pas. Je sais pas. Apparemment, il y a un nouveau ministre. Je sais pas qui c'est, mais on verra si lui est très différent des autres. Mais pour l'instant, ça les intéresse pas. Moi, j'ai essayé de leur dire, voilà, on touche quand même un public très large. On fait beaucoup de programmes avec les écoles. Peut-être que c'est des choses que vous pourriez soutenir, mais non. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais ça fait pas avancer les affaires. Donc, comment on fait? On essaye de convaincre des gens que ça leur a plu. Et donc, ils ont les moyens de permettre d'ouvrir ça à d'autres personnes. Donc, en fait, c'est ça qu'on fait toute la journée. En gros, on va convaincre des mécènes privés de nous soutenir. Ça, c'est évidemment la première source de revenus de la fondation, c'est le mécénat. Ça se voit bien dans le musée. Quand vous rentrez dans le musée, il y a tout le mur de droite qui est peint avec un immense merci et avec le nom de ces gens qui nous soutiennent. Qui est-ce qui nous soutient? C'est cette semaine par exemple, c'est une fondation malgache, la fondation H, qui nous apporte de nouveau son soutien pour la 3e année consécutive parce qu'ils font un peu la même chose à Madagascar et ils viennent souvent au Bénin et ils trouvent que ça doit s'encourager. Donc ça fait partie des financements dont je suis très fière parce que c'est des financements qui viennent du continent, qu'on voit pas forcément Madagascar comme le pays qui pourrait soutenir la culture au Bénin, mais en fait on se retrouve avec Hassan Eniriji, l'homme qui a fondé l'entreprise qui nous soutient, enfin la fondation qui nous soutient. Et cet homme-là, il pense que c'est important en fait qu'on se mobilise et il sait que j'ai des moyens limités, lui a plus de moyens que moi et donc du coup il m'apporte son concours et ça c'est absolument inouï. Et en fait, c'est tous les gens qui viennent à la fondation. Quand on voit que ça les intéresse et quand on sent qu'ils ont une disponibilité, on leur en parle et on est très surpris du nombre de gens qui sont motivés et qui acceptent de financer. Parce que tout ça a un coût. Tout ça a un coût qui est un coût assez important. La fondation, pour vous donner une idée, entre le lab, le musée, le jardin, on est entre 200 et 300 millions de francs par an. Donc ça se finance. On a eu, pendant les 21 premières années, et je dis ça parce que ça a changé avant-hier, on a eu une politique de gratuité totale pendant 21 ans. Depuis avant-hier, ça a changé. Pourquoi ? Parce que on a toujours eu des entrées gratuites, elles restent gratuites pour les enfants. On n'a pas de prix fixe, mais on est obligé aujourd'hui de demander on a un prix libre. Donc, vous pouvez donner 100 francs, vous pouvez donner 3000 et tout ça. Mais aujourd'hui, on a mis un prix libre pour que, en fait, les gens aient aussi conscience de ce qu'on propose. Moi, quand je demande à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, de financer l'entrée des visiteurs, sous-entendu, évidemment, c'est les visiteurs qui n'ont pas les moyens de payer. Un enfant de 8 ans et demi va pas payer pour aller au musée, c'est une évidence. Par contre, un cadre d'une organisation internationale, en fait, je vois pas bien pourquoi moi je devrais trouver l'argent pour lui payer l'entrée au musée. Donc du coup, on a décidé qu'on arrêtait la gratuité totale parce que aujourd'hui, on a beaucoup plus de touristes, il y a beaucoup plus de gens qui ont entendu parler de la fondation et on touche un public beaucoup plus aisé qui nous dit il n'est pas question qu'on paye, c'est bien marqué que c'est gratuit. Mais en fait, si on veut un système vertueux, voilà, moi je vais pas chercher des financements pour pouvoir offrir des entrées à des gens qui peuvent tout à fait payer leurs billets et qui vont payer des billets dans tous les musées qu'ils visitent partout dans le monde. Donc voilà, depuis mardi, j'ai décidé qu'on changeait les choses et on s'est lancé dans cette expérimentation pour voir si ça devient une source de revenus pour la fondation pour couvrir une partie des charges. Voilà, parce que ça c'est essentiel et que en fait autant vous trouvez toujours des mécènes pour financer un nouveau projet, autant c'est toujours compliqué de trouver des mécènes pour financer la facture d'électricité, la facture Soneb, la CNSS. Je connais personne qui soit jamais venu me voir en me disant j'ai décidé de vous donner 10 millions pour payer vos charges. En fait, ça n'arrive pas. Donc, on teste la billetterie. J'ai pas encore de retour, évidemment, puisque c'était mardi. Donc, à ce stade, je peux pas vous dire si ça marche très bien ou pas. Ça, je saurais d'ici 1 an si c'était un choix intéressant. À ce stade, on fonctionne vraiment sur le mécénat. Et on a réussi à avoir des mécénats de grandes fondations. On a eu un mécénat d'OSF, Open Society Foundation, des grosses fondations américaines. On a obtenu des financements importants, un financement important de l'Union européenne. Bon, il y a 10 ans, mais c'était un des plus gros financements de l'Union européenne pour la culture. Aujourd'hui, on regarde un peu les appels à projets. Voilà.
tout en ayant cet exercice complexe que comprendront bien les gens qui dirigent des lieux, qui est, on peut pas toujours créer des nouveaux projets pour correspondre au financement. En fait, et c'est ça la difficulté quand on crée un lieu. Et souvent, je vois des jeunes gens qui créent des lieux, et en fait, je leur dis, assurez-vous d'avoir les charges les plus faibles possibles, parce qu'en fait, pour trouver du financement, il faudra que vous créiez des projets. Et donc, si vous créez des projets, les projets, ça coûte encore de l'argent. Donc, du coup, il faut remobiliser des ressources. Et en fait, souvent, on perd un peu son énergie. Nous, j'ai bien vu au tout début, on a arrêté pendant un moment, mais on a un peu perdu au début d'énergie parce qu'il fallait créer des nouveaux projets pour que les gens aient envie de financer. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous apportiez 20% pour qu'ils vous donnent 80%. Et donc, en fait, en faisant des choses comme ça, vous vous éloignez de votre projet de base et vous faites des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens et qui vous coûtent pas que de l'argent, hein, beaucoup d'énergie, Donc aujourd'hui, le financement mécénat privé, toute la liste des mécènes est consultable sur le mur de la fondation, des fondations privées, des grandes associations, le financement d'entreprises un petit peu. À un moment, on a cru que la loi allait changer au Bénin et qu'on allait faire un peu la même chose que pour le sport, pour la culture. À ce moment-là, on a eu un nombre de coups de fil incroyable de patrons d'entreprises. Et en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place que pour les musées d'État. Donc, du coup, tous les dons merveilleux qui nous avaient été proposés ont été annulés puisqu'on n'était plus dans le système de défiscalisation. Donc nous, ce qu'on espère honnêtement aujourd'hui, c'est avoir un système de défiscalisation qui peut inciter les entreprises béninoises à participer au financement de la culture. On aimerait bien que le ministère de la Culture, honnêtement là, ça fait 21 ans qu'on se bat, on aimerait bien que le ministère de la Culture prenne ses responsabilités et nous accompagne. On est à la fois très très content qu'il y ait des grands projets culturels pour le Bénin et de l'autre côté, on aimerait bien que ceux qui existent, ceux qui font le job soient soutenus et au moins un peu de reconnaissance. À défaut d'un soutien très important, la reconnaissance, c'est important. Je le vois beaucoup avec mes équipes. On a reçu pour la première fois un président de la République du Bénin. On avait reçu des présidents de la République d'autres pays, mais on n'avait jamais reçu de président de la République du Bénin à la Fondation Zinsou. Pour la première fois, on a reçu un président de la République du Bénin dans les 3 dernières années. Même si on considère en fait le nouveau, on peut considérer qu'on l'avait reçu juste avant qu'il soit premier président de la République. Mais donc, c'est tout bête, mais le président de la République qui se rend au musée pour mes équipes, ça fait 21 ans qu'elles travaillent sur le terrain. Elles ont eu la visite de la présidente d'Estonie. Genre en Estonie, on a reçu le prix de l'empereur du Japon. Et on n'avait jamais un président du Bénin qui était venu. Pendant 7-8 ans, là, on n'a jamais eu de ministre de la Culture qui est venu. C'est tout bête, mais c'est des questions de reconnaissance aussi. À un moment, c'est important. Alors, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est moi je préfère avoir 300 000 enfants plutôt qu'un ministre de la Culture, on va pas se mentir, hein, c'est notre but, c'est pas ça. Mais il y a un moment où vous faites un travail, le fait que votre pays vous reconnaisse, la reconnaissance de la République, c'est important. C'est important pour des gens qui font des sacrifices parce que il y a une part de sacrifice, il y a une part d'engagement. Et peut-être ce que j'ai pas dit aussi dans le premier soutien de la Fondation, avant même les mécènes peut-être, c'est l'engagement des équipes. C'est l'engagement des équipes, ça demande un travail avec un engagement qui n'est pas celui de n'importe quelle personne qui va s'asseoir dans son bureau. Ça demande un engagement tout à fait important et c'est voilà. Donc entre les équipes, les mécènes, on avance. Vous avez des mécènes béninois ok. Oui, j'ai des mécènes béninois, j'ai des mécènes du continent et j'ai des mécènes internationaux. Mais j'encourage vraiment tous les Béninois à être beaucoup plus mécènes. Je serais ravie d'avoir un mur. Il reste de la place sur mon mur des mécènes. Donc je serais ravie d'accueillir des nouveaux noms et on peindra leurs noms très volontiers. Est-ce que c'est le même système que la Villa Médicis? Ah non, c'est très très différent. Non, parce que la Villa Médicis, alors là, on est sur une résidence d'artistes créée en 1666. Donc, on est sur un projet qui est un tout petit peu plus âgé que nous. Donc, 1666, nous, on commence en 2005. Donc, on a quand même 300 ans, 350 ans d'écart. La Villa Médicis, c'est vraiment, c'est le seul établissement public du ministère de la Culture français à l'étranger, puisqu'elle se situe à Rome. C'est un programme qui est
où aujourd'hui, il y a beaucoup de mécènes extérieurs sur des projets, mais c'est un programme qui est quand même à la base un projet qui est soutenu par le ministère de la Culture français et qui est un des grands établissements publics de la République française. Donc là, on est sur un schéma qui est très différent et qui, on ne peut pas comparer l'incomparable. C'est-à-dire que le ministère de la Culture en France, c'est pas du tout la même dynamique que le ministère de la Culture aux États-Unis, qui par exemple dirige quasiment aucun musée à part le Smithsonian, et que le Bénin qui a 3 musées. Enfin, c'est pas des systèmes qui sont comparables. Donc la Villa Médicis, c'est vraiment un établissement public français. C'est autre chose et c'est les impôts des Français qui financent un établissement comme la Villa. Même si la part du mécénat a considérablement augmenté parce que, comme tous les pays, les budgets de la culture peuvent diminuer et donc du coup, les mécènes interviennent sur des projets. Et là, récemment, il y a tout un projet qui s'appelle le réenchantement et qui a été de retravailler entièrement, de réenchanter la villa, de la remeubler, de recréer les jardins, d'entretenir les jardins, parce qu'il y a 7 hectares de jardins, un bâtiment historique absolument sublime du patrimoine. Enfin, ça, voilà, c'est un des fleurons de la culture française avec des financements publics qui vont avec. Je poserai une dernière question et après celle-là, j'ai omis de dire que on laissera la parole à quelques participants pour poser des questions. La dernière question que je vais poser, en attendant éventuellement d'en poser, est-il possible que des artistes africains, béninois, se réfèrent à la Fondation Zinsou pour un accompagnement dans la création, ou du moins, je reformule, assistez-vous, accompagnez-vous des artistes, des créateurs à travers des bourses de création, des résidences et tout, et comment ça se fait? Oui, on a commencé les résidences d'artistes. Alors, de temps en temps, je dis on a commencé récemment, mais bon, en fait, on a commencé en 2006-2007, donc c'est pas tout récent non plus. On a évidemment des résidences d'artistes, on accueille des artistes. Maintenant, béninois. Au début, on n'avait pas tellement de demandes d'artistes béninois comme on était au Bénin. Je pense qu'au début, c'était un peu, ça semblait antinomique. Et puis finalement, on a commencé avec Ishola Akpo. Ishola est le premier artiste avec qui on a travaillé, qui a demandé une résidence à la Fondation. J'étais un peu surprise en lui disant mais qu'est-ce qu'on peut t'apporter en résidence alors que t'es juste à côté, voilà. Mais en fait, on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi. Donc oui, on accueille des artistes, on accompagne des artistes à travers les résidences. Et puis après, sur les expositions, on travaille ensemble. Enfin voilà, en ce moment, on travaille avec 2 jeunes artistes, Narcisse Dotou et Nobel Coty, avec qui on travaille et qu'on accompagne. Et d'ailleurs, les deux, Nobel est déjà au Lab. Il a une petite exposition magnifique, Je est un autre, au Lab à Cotonou. Et puis, il va faire un grand solo show au musée de Ouidah en fin d'année. Et Narcisse se remplacera au Lab. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas de bourse de création parce qu'on n'est pas le ministère de la Culture, donc on ne donne pas de bourse de création, mais on a évidemment des résidences d'artistes depuis 19-20 ans. Je dirais pour ma part surpris que le ministère de la Culture, ce qui l'incarne ou le représente, n'accède pas à votre requête. On a pensé que c'était plus ou moins entre griffes les petites institutions, les acteurs solitaires qui subissent plus ou moins ça. Bon, si ça arrive à votre niveau, on pourrait se consoler. On pourrait se consoler de ne pas être seul dans la galère. Je passerai la parole aux participants qui vont vous poser directement des questions. Ainsi, tout le monde aura contribué de façon active à faire le décalque de l'évolution de l'art au Bénin et surtout l'art contemporain. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Mounanio El Khatib Aïwa. Je suis professionnellement enseignant de lettres à la lycée, collège et acteur culturel. Ma question, c'est de savoir si la Villa Médicis dont vous parlez accompagne dans autre domaine que des arts visuels. Parce que j'ai compris que pour la Fondation Zinsou, ça m'était plus les arts visuels parce que nous
On a vécu une exposition à la place de Venance il y a peut-être 6 années. Et après, nous n'avons vu que des artistes dans le domaine des arts visuels, dans vos locaux être accompagnés. Je voudrais savoir si tout la villa, cela s'ouvre vers d'autres entités artistiques. Absolument. Oui, oui, tout à fait. La villa, elle reçoit 16 pensionnaires par an, donc ça, c'est des résidences d'1 an. Et donc, elle reçoit sur plusieurs disciplines, enfin, c'est vraiment tous les arts de façon très large. C'est des écrivains, c'est des historiens de l'art, c'est des musiciens, il y a des BDistes, enfin, il y a vraiment, c'est vraiment très large. Vous pouvez voir, mais il y a beaucoup de disciplines. Et au-delà des 16 pensionnaires qui, eux, restent 1 an, et qui sont connus comme les pensionnaires de la Villa Médicis. Ensuite, il y a les résidents. Et donc ça, il y a des résidences sur des formats beaucoup plus courts. Et pareil, c'est tout à fait large comme discipline. Il y en a beaucoup de proposés et on reçoit quasiment entre 80 et 100 résidents chaque année. Merci, je suis juste vraiment, je suis journaliste et enseignant. Mon premier mot, c'est vous dire merci pour ce que vous faites. Et vous avez parlé tout à l'heure de la reconnaissance. Et en toute chose, vous avez raison de le dire. En toute chose, je pense que, quel que soit le combat que vous menez, si vous avez de temps en temps, non seulement le pays, mais aussi les patriotes qui vous disent tout le bien qu'ils pensent de ce que vous faites, je pense que c'est utile. Même si c'est pas ce qui détermine votre engagement. Alors, ma question, vous avez évoqué tout à l'heure les touristes qui constituent, pour ceux si j'ai bien compris, un nouveau profil que vous recevez depuis quelques années. Ouais, et 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais. Je voudrais savoir quelles sont les attentes de ces touristes et quand ils se portent vers la Fondation Zissou, les locaux de la Fondation Zissou. Et est-ce que vous pensez que cette attente peut être intégrée comme, je dirais, un chantier que, dans le contexte où le pays investit de plus en plus dans le label de la destination Bénin, le tourisme notamment, est-ce que vous pensez que les projets touristiques qui sont en vogue pourraient coopérer avec le pôle culturel, notamment les arts visuels dans lesquels vous investissez, pour en faire un motif d'entrée de devise? Merci. Bah oui, c'est hyper intéressant parce que ce que je vous dis, enfin, je crois qu'on le voit tous, hein, les touristes avant, on n'était pas la destination touristique la plus connue du monde. Alors là, c'est en construction, mais c'est hyper intéressant de voir à quel point ça évolue parce que nous, vraiment, les touristes, c'était pas du tout, enfin, on en avait peut-être un peu moins d'1% à la fondation, c'était pas grand-chose. Là, c'est en train de commencer à exister, hein. On est à 10-15% dans nos statistiques, donc ça commence vraiment à être là, ça se voit. Les touristes, ils viennent parce qu'ils lisent des articles un peu partout dans la presse pour dire le Bénin, c'est le pays des musées. Et ils arrivent et, quel musée vous visitez à Porto Novo? Quel musée vous visitez à Cotonou? Quel musée vous visitez à Ouidah? Quel musée vous visitez en ce moment à Abomey? En fait, ils viennent parce qu'on est le seul musée avec le musée de la Récade. En fait, en ce moment, les gens lisent tout ce qui va se passer et de temps en temps, ils viennent un peu en anticipation de bonheur de toute cette culture disponible. Mais en fait, en vrai, les structures n'existent pas encore. Donc, du coup, voilà, les attentes des touristes, en fait, c'est de comprendre le pays, de découvrir sa culture et évidemment que c'est un moteur du tourisme majeur. Les gens viennent évidemment au Bénin pour comprendre la culture. On leur a vendu le vaudou, le berceau du vaudou. On leur a vendu une scène de création contemporaine hyper dynamique. Ça, c'est des vrais sujets pour que les gens viennent visiter un pays. Donc nous, on les reçoit et je pense qu'ils sont plutôt contents. Voilà, en vérifiant leurs témoignages et en lisant dans le livre d'or, on a l'impression qu'ils trouvent les choses qu'ils sont venus chercher, mais ils sont très en demande. C'est-à-dire, il y a vraiment la place pour 3, 4, 5 musées. Après, moi, ce que je voudrais juste clarifier, c'est j'espère que les musées sont d'abord construits pour les jeunes gens de ce pays et je suis ravie qu'ils bénéficient aux touristes. J'espère juste que c'est bien dans ce sens-là qu'on les conçoit et qu'on les invente et que les personnes qui sont en charge les réfléchissent. Parce que je pense que ce qui a le plus d'impact, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle de nous gentiment en général, c'est parce que on est d'abord dans notre rue, dans notre quartier, dans notre ville, avant d'aller chercher des gens qu'on connaît pas et qui ont aucun rapport en fait. On est quand même très local.
quand les gens viennent, c'est aussi ce qui a déclenché des nouveaux mécénats, c'est qu'on a eu un visiteur qui a été absolument fasciné d'arriver et de voir des files d'enfants en train d'arriver dans la fondation et de visiter, quoi. Et il s'est dit que du coup, ce qu'on faisait avait du sens. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Un musée n'est pas un piège à devises. Un musée, c'est d'abord un outil fantastique pour la jeunesse, et d'ailleurs pas que pour la jeunesse. Mais c'est génial de se dire que des enfants de 6, 7 ans, 4 ans, 5 ans vont pouvoir être élevés avec à disposition ce genre d'outils. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je suis Anne-Maria Ploquin. Je vais vous dire merci comme le monsieur. Et ayant contribué au développement de l'art contemporain au Bénin depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, que pourrez-vous dire par rapport à la formation des artistes au Bénin? Et la seconde question, c'est que diriez-vous par rapport aux jeunes artistes qui essayent de se développer et qui quand même font quelques petits erreurs? Et quels conseils donnerez-vous par rapport à ça? Merci pour cette question. C'est un sacerdoce, encore, d'être artiste. Aujourd'hui, ça demande une grande conviction intérieure et ça demande un grand courage. Parce que je l'ai signalé, être artiste de cour au Dahomey, c'est avoir un statut, avoir un logement, avoir de l'argent, c'est un moment, il y a eu 2-3 siècles comme ça, où être artiste, c'était une position sociale parmi les plus élevées. C'était l'équivalent d'être une épouse du roi en termes de statut social. Donc, il est possible que pour les jeunes artistes d'aujourd'hui, ce soit un tout petit peu plus dur. Et c'est vrai que ceux qui sont nés en 1805, à mon avis, ont souffert un peu moins que ceux qui naissent en 2025. Mais bon, non, aujourd'hui, ça reste complexe. Et effectivement, on est dans un système très autodidacte. En fait, pour l'instant, on est dans un système où certains artistes acceptent dans les ateliers, mais il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de formation. Tous les métiers de l'art, c'est compliqué pour l'instant. Pour devenir curateur, c'est pas très simple. Alors, dans la sous-région, il commence à y avoir des propositions et il y a des gens qui font des choses. Il faut être totalement bilingue en anglais, il faut être totalement à l'aise pour aller au Ghana, au Nigeria, mais on peut aller à Dakar aussi. Mais enfin, ça demande de faire beaucoup de chemin et c'est pas encore, il n'y a pas encore de réflexion qui a été engagée dans les projets que je vois émerger sur une école d'art. Il y a de plus en plus d'artistes qui posent la question. Je n'entends pas, mais après, j'ai peut-être pas les oreilles au bon endroit, je n'entends pas pour l'instant de politique d'éducation à l'art. C'est pas quelque chose qu'on entend. Donc aujourd'hui, la condition de jeune artiste au Bénin est encore très très complexe. Et du coup, ça amène à autre chose, qui est que certains artistes peuvent avoir des opportunités à l'international, parce que pour l'instant, on va pas se mentir, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut encore partir quand on est un jeune artiste. La différence avec avant, c'est que maintenant, on peut revenir. Une fois qu'on a fait tout le travail complexe. Le problème, c'est que quand on part, on n'a pas les codes. Parce qu'en fait, on n'a pas eu toute cette formation, on n'a pas été confronté aux autres, parce que du coup, c'est un travail assez solitaire aussi. Et du coup, le fait de ne pas avoir les codes, ça fait perdre un certain nombre d'opportunités. Et je vois des artistes ici, des jeunes artistes qui nous demandent aujourd'hui de les accompagner. Et de temps en temps, on fait des choses qu'on faisait pas, qu'on n'a pas vocation à faire. Il y a des artistes qu'on accompagne, par exemple, en faisant leur portfolio. Normalement, je fais pas du tout de portfolio d'artiste, c'est pas du tout mon job et tout ça. Mais en même temps, on a des gens qui ont un talent inouï, mais ils savent pas faire ça et ils ont besoin de ça. C'est en fait un outil absolument essentiel pour exister, pour pouvoir envoyer à des commissaires, pour pouvoir montrer son travail. Il y a des artistes qu'on va accompagner sur leur quand ils sont en relation avec des galeries et qui savent pas encore en fait avec qui doivent travailler, ils vont venir nous voir pour nous demander des conseils. Donc on va essayer d'apporter au maximum des conseils, mais c'est vrai que c'est pas notre travail de le faire. Il faut qu'il y ait des structures qui se mettent en place. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché de l'art au Bénin. Il n'y a pas encore tout à fait une scène de musée, mais on sent qu'elle va exister. Ça, on a parlé des projets. Il n'y a pas de marché de l'art. Les gens riches au Bénin n'achètent pas d'œuvres d'art. Peut-être qu'ils en achètent, mais alors pas au Bénin.
Et il y a tout ça qu'il faut construire, c'est tout un écosystème. Et c'est un écosystème qui est nécessaire dans le pays si on veut que cette scène des musées, cette scène culturelle, elle fonctionne. En fait, c'est un écosystème qui va devoir exister, mais voilà, il va falloir qu'il y ait des gens qui montrent l'exemple, il va falloir qu'il y ait des... Et ça viendra pas forcément de l'État. Sur le marché de l'art, ça pourra venir que des personnes privées. Et c'est pas l'État qui encourage un marché de l'art. L'État peut mettre de la défiscalisation, peut faire des conditions fiscales intéressantes pour les artistes. L'État peut apporter quelques petits outils, mais c'est pas l'État qui va transformer ça. Ça, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Donc non, ça reste encore très complexe et chacun invente son chemin, en fait. Aujourd'hui, je peux pas vous dire, je serai vous, je ferai ça. Alors, vous faites des choses assez inouïes et vous vous débrouillez très très bien, j'ai l'impression. Mais ça demande effectivement une grande indépendance, un grand courage et aujourd'hui, j'ai pas de solution miracle à vous proposer et j'ai pas encore de perspective non plus sur ce qui pourrait arriver. Mais un jour, il faudra se questionner quand même. Sérieusement, parce que on peut pas à la fois dire qu'on va célébrer la culture de ce pays, qu'on va mettre en avant la création et oublier les artistes. Il y a quelque chose là-dedans qui va pas fonctionner longtemps. Donc j'imagine que les personnes en charge vont y réfléchir et vont trouver des solutions. Monsieur Saïzonou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Ismaël Saïzonou, acteur culturel qui nous parle auteur publicitaire et puis chanteur, mais aussi photographe d'art. Alors, je vous remercie d'ailleurs. Et je remercie également le modérateur parce que vraiment c'est un sacerdoce pour quelqu'un qui se décide, c'est-à-dire devenir artiste et en faire une carrière au Bénin. Parce que vraiment, on sait ce qu'on vit. C'est vraiment tout un sacrifice auquel on se donne. Ma question, c'est vous demander par rapport à l'art photographique, est-ce que la Fondation peut accompagner les acteurs de l'art photographique pour une exposition à la suite d'un salon de l'art photographique? Ah oui, alors comme ça, en théorie, oui. il faut qu'on en parle plus avant. Il faut que je vois de quoi il s'agit. Et voilà. Après, on accompagne des photographes. Comme je vous le disais, on a travaillé beaucoup avec Ishola Akpom. On a aussi présenté une édition de Lagos Photo qui a eu lieu à Ouida plutôt qu'à Lagos. On a fait un partenariat avec Lagos Photo et on a reçu en résidence Juliette Agnel récemment. Enfin, oui, on travaille très souvent avec des photographes et on fait beaucoup de choses autour de la photographie depuis de nombreuses années. Merci beaucoup pour la parole de Léo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je réponds au nom de Rachidat Ali. Je suis responsable du projet d'éco à ABI dans Solidaire Pays. C'est une association qui accompagne nos étudiants dans la mise en place de systèmes économiques et avant. La question, c'est un peu plus dans le sens des enfants. J'ai parlé tout à l'heure d'orphelinat. Je ne sais pas comment on va comprendre. Est-ce qu'il y a une démarche particulière, une collaboration avec des orphelinats puis des visites? Tu voulais parler d'école. Je ne sais pas si au niveau des orphelinats, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que nous avons l'ouverture d'esprit des enfants, mais le cadre est un peu plus différent au niveau de la politique dans le Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un dispositif mis en place pour permettre à ceux-là de découvrir en fait tout ça? Orphelinat, association, école, tout le monde est... vous allez sur le site internet, il y a le numéro de téléphone de la personne qui organise les visites. À partir du moment où c'est un groupe, et quand je dis un groupe, c'est un groupe d'enfants ou un groupe de jeunes, des associations. À partir du moment où c'est un groupe, vous nous téléphonez et nous on fait des visites. On fait des visites absolument tous les jours. On a 2 jours de fermeture. On est fermé le week-end à Cotonou et on est fermé le lundi à Ouida. Mais sinon, tous les autres jours, on reçoit du monde. Les visites guidées sont évidemment spécialement organisées pour les enfants et tout ça. Il y a des médiateurs. Donc oui, c'est entièrement, les orphelinats sont tout à fait... quand je dis les écoles, c'est pour représenter le groupe en général, mais on travaille avec beaucoup d'associations. Voilà. Donc c'est plutôt de tout le sud Bénin. Un peu du nord, on a des écoles et des associations très très fidèles à Natitingou, à Malanville, qui viennent régulièrement. Mais voilà, après, c'est des logistiques plus complexes, mais bien sûr qu'on accueille les groupes et les orphelinats tout à fait autant que les écoles et les associations. Et moi, c'est Roland.
Voilà. Et à partir des facteurs de réussite de la Fondation Zissou et de la Villa Médicis que vous avez présenté ici, moi, j'aimerais comprendre, ou je dirais, qu'est-ce qu'on peut comprendre des modèles de gouvernance de ces deux institutions? Alors là, on est vraiment sur deux modèles, comme je vous ai dit, très très différents, puisque on est dans un cas d'établissement public français lié au ministère de la Culture, dans l'autre cas d'une fondation privée. Non, donc je suis pas sûre qu'on puisse faire un parallèle ou qu'on puisse tirer des leçons à partir de à partir de ces deux exemples qui seraient valables ici au Bénin ou ailleurs. Je pense que c'est un peu compliqué de faire ce lien-là. Je pense que c'est deux choses assez distinctes dans ma vie, ces deux présidences. Et pour l'instant, je pense qu'on est encore dans un modèle. La loi vient de changer au Bénin sur les associations et les fondations. Elle a changé sur beaucoup de choses. Je ne sais pas à quel point c'est des lois qui nous aident beaucoup. J'ai un peu des doutes sur l'efficacité de ces lois. Donc aujourd'hui, je trouve qu'en plus, c'est particulièrement délicat de vous répondre là tout de suite maintenant parce que on n'a pas encore mesuré tous les impacts de ces changements au Bénin. Donc, comme ça change beaucoup les modèles de gouvernance et tout ça, je suis pas sûre de pouvoir vous répondre immédiatement. C'est un peu le genre de question entre... Donc j'ai deux sujets pour l'année prochaine si vous me réinvitez. J'ai le sujet de est-ce que la billetterie est une bonne idée et est-ce que les nouveaux modèles de gouvernance préconisés par la loi au Bénin sont intéressants et constructifs. Mais ça, je propose que ces deux sujets-là, on les traite l'année prochaine si vous le souhaitez, avec un petit peu de retour d'expérience pour Avec savoir... beaucoup de plaisir d'ailleurs. Si on ne parle pas de mauvais et de nouveaux modèles, et parce que la fondation vient de 20 ans, Oui. est-ce qu'on peut parler de ces 20 années-là? Oui, et vous voulez que je Le vous... modèle de gouvernance de ces 20 années-là. Vous voulez que je vous parle du principe du conseil d'administration? Non, je pense que c'est plutôt le modèle entrepreneurial qu'il y a derrière. Comment diriger un écosystème culturel de cette envergure dans notre environnement. Je crois plus ou moins c'est ça. Comment réussir, supposons qu'il veuille instituer une fondation culturelle, les chances qu'il a d'échouer ou de réussir, il va faire l'inventaire. Je veux pas être décourageante. Ou de réussir, les deux à la fois. Moi, je vous dis honnêtement, si j'avais pas eu 20 ans, je pense que j'aurais pas... Je pense pas qu'aujourd'hui, j'aurais l'opportunité de le faire, je le ferais. Hein. Je pense qu'il fallait avoir 20 ans et être... et avoir une espèce d'idéalisme tout à fait important. Non, c'est difficile de prendre l'exemple de la fondation, même s'il existe depuis 21 ans, pour essayer d'en tirer un modèle qui existe. C'est tellement particulier. Vous voyez, si vous deviez vous lancer dans un pays où il y a des structures de financement public qui aident, ou dans un pays, par exemple, de l'Union européenne, où voilà, l'Union européenne apporte beaucoup de concours et tout ça, j'aurais tendance à vous dire, si vous savez bien écrire votre projet et tout ça, a priori, vous devriez rencontrer les financements. Et si vous gérez plutôt bien et que vous êtes capable de présenter des états financiers corrects, vous allez avoir chaque année le renouvellement de vos financements. On part un peu sur quelque chose comme ça. Ici, il faut être créatif. Faut pas hésiter à faire des choses étonnantes. Alors étonnantes, c'est pas voilà, mais c'est vrai qu'il faut inventer, il faut constamment inventer le mécénat, réinventer le mécénat, il faut constamment inventer des solutions pour tout en fait. Moi j'ai de la chance, j'ai une mémoire qui est très très bien faite, j'oublie toutes les choses pénibles. Et du coup, si je vous raconte les 20 dernières années, je peux vous les raconter comme une espèce de festival de joie et de bonheur. Il y a aucun moment où je me souviens des nuits où je dormais pas, des menaces que j'ai pu recevoir, des choses. Enfin, honnêtement, je les évacue. Après, souvent, je me souviens même pas du nom. Vous voyez, la première fois, le premier ministre de la Culture, quand on a ouvert, je me souviens même plus de son nom. Je pense que c'est mieux pour sa mémoire que je m'en souvienne pas. C'est mieux pour tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que voilà. Oui, je pense que c'est important, comme ça je n'insulte pas sa mémoire et voilà, tout le monde va bien. Ce que je veux dire, c'est que je peux difficilement vous donner le mode d'emploi. Je peux vous inviter à venir à la fondation et que vous voyez, ça consiste à être capable de se réinventer en permanence. Créer aujourd'hui une structure culturelle, ça consiste à être capable de
de constamment repenser son modèle, de repenser son lieu, de repenser... Enfin, il n'y a que le public, en fait, j'ai envie de dire, qui va être un élément stable et le fait que vous apportiez quelque chose au public. Mais sinon, tout le reste, surtout, il faut être prêt à faire des choses... Il faut être prêt à faire tous les métiers. C'est ce que les gens comprennent pas bien. Les gens pensent souvent que une fois qu'on est arrivé quelque part et qu'on a président sur sa carte, souvent c'est vraiment que sur la carte que c'est écrit. Au moment où vous êtes en train d'essayer de fixer des vis dans des structures en bois peu amènes, ou au moment où vous vous intéressez au mélange qu'il faut faire pour arriver à faire du béton qui tient. Enfin, c'est dans ces moments-là que vous vous dites, je suis assez peu présidente, je suis quand même assez polyvalente. Donc non, c'est ça. En fait, il faut être plus polyvalent de fondation que président de fondation. Je pense que c'est quand même des détails importants. Mais je pense qu'ici, vous pouvez interroger toutes les personnes qui sont des acteurs culturels. Il n'y en a aucun qui va vous donner exactement le même modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous demandera un engagement énorme. Un engagement qui me fait dire, vous voyez au final que la fondation, moi, c'est quasiment pareil, tellement ça demande d'énergie, de temps et tout ça. Donc, voilà, il faut être prêt à défendre son projet. Et il faut avoir une sacrée certitude que ce qu'on fait est important, parce que souvent on est seul à y croire. Et voilà, c'est un niveau d'engagement énorme. Après, tout le reste, faudra trouver des solutions et faudra être créatif à tous les instants. C'est génial, c'est hyper rare, un endroit où tout le monde, tout le monde peut participer. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Isaac Dessous. Je vous remercie pour la disponibilité pour ce temps d'échange. Je suis ingénieur culturel et j'accompagne les artistes surtout dans la rédaction des projets, des appels à projets. Aujourd'hui, je suis à la Grande Classe, qui est un espace culturel à Porto Novo. Et tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose, un propos selon lequel il n'y a pas vraiment de formation pour les métiers liés à l'art contemporain. Dans des écoles d'art. Des écoles d'art. voilà. Mhm. Je ne me trompe pas, il y a le projet de Labo Bénin qui est mis en œuvre par la Grande Place, qui forme dans les métiers de curation, régisseur, critique, scénographie, médiateur. C'est un projet soutenu par l'Institut français de Bénin et de Paris. Donc c'est un projet sur 1 an. Je pense qu'ils vont finir d'ici 3 mois. Ça, c'est faut éclaircir un peu la question. Depuis 2025, vous existez. Depuis 2005. Depuis 2005. Ouais. Pardon, ça fait une petite différence. Ouais, 20 ans, en fait. Oui. 2025. Voilà. Et la question est de savoir si on doit dire combien d'artistes béninois ont été exposés contre combien d'artistes étrangers et pourquoi cette différence? Moi, je n'ai jamais calculé. Enfin, le ratio, pour avoir une idée. Et pourquoi ce ratio? Voilà. Vous voulez que je compte les artistes béninois? Le nom, Donc, je suis pas sûre. Il y en a Milliard. tellement, je suis pas sûre d'être capable de faire de. Non, mais je peux absolument pas compter le nombre d'artistes qui sont passés à la fondation. Et non, si je compte, c'est sûr, je vais jamais arriver à avoir tout le monde. Il y a plus, il y a moins. Ah, j'en sais rien parce que le critère de nationalité est quand même vraiment pas du tout un critère qui compte et qui rentre en jeu dans le choix, bien sûr. Ok. Mac, pourquoi je pose la question? Est-ce que vous pensez que les artistes béninois sont aussi compétitifs sur le plan international? Parce que... Compétitif. Oui, Définissez le mot de ça dans le cadre... Oui, parce que ce que j'aurais appris il y a quelques années, au Bénin, on dit que ça va bien. Quand on est de l'autre côté, on pense qu'avec tout le bruit qui se fait, on dit que au Bénin, autant de vie artistique, les arts, ça marche. Mais sur place, quand les gens viennent, ce n'est pas vraiment ce qu'on ressent. Vous avez les mêmes lectures. Pas du tout. Non, alors déjà, vous avez clarifié sur les écoles d'art, mais donc je reste quand même tout à fait ferme dans ma déclaration qu'il n'y a pas d'école d'art au Bénin. Je suis ravie qu'il y ait un programme d'1 an, mais un programme d'1 an, c'est un début de quelque chose et c'est bien, mais ce qu'il faut voir, c'est ce qui vient après, parce que le problème, c'est 1 an, ça ne fait pas une école d'art. Quand je réponds à Madame Aplogan, c'est quand même, voilà, il y a un moment, une école d'art, c'est autre chose, c'est un autre projet. Après, il y a des projets, il y a l'école d'art Hermann Mayer, par exemple, à Beaumec-à-la-Vie, qui fait le programme avec le collège et tout ça. Mais il n'y a pas d'école d'art comme on peut l'entendre dans les autres pays.
Oui, bon, c'est vrai que c'est pas une école, mais il y a l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de l'architecture qui quand même essaye de... Bien sûr. C'est pas une école, mais bon. Non, c'est ça, en fait, il y a des choses qui se passent. Et c'est clair. Et c'est comme sur les initiatives de musées et ça, partout, il y a des choses qui se passent. Donc c'est... Non, ça, il y a des choses, mais à ce stade, je peux pas vous donner l'adresse d'un endroit. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est vous me parlez de vos projets, c'est formidable. Moi, si vous voulez, vous pouvez regarder sur Google, vous cliquez, j'ai des horaires d'ouverture. Tous les jours, j'ouvre à 9h, tous les jours, je ferme à 19h. Enfin, en l'occurrence, c'est un peu 8h, 18h en ce moment, mais c'est ça qui change, quoi. C'est à la marge, le changement. Mais c'est, au moins, on peut y aller. C'est quand même un élément. C'est plus dur d'aller à l'école d'art du Bénin. Mais j'entends qu'il y a des projets et qu'il y a des programmes et moi, je les encourage autant que je peux et quand on peut participer, on participe. Donc ça, c'est évident. Je suis pas sûre de comprendre ce que c'est qu'un artiste béninois compétitif, mais essayons d'élargir. Voilà, on a une scène béninoise qui est reconnue et qui existe clairement. On est très identifié comme un pays de culture, de création, dans tous les domaines d'ailleurs. Moi, je parle effectivement beaucoup d'art visuel et j'en excuse, mais c'est mon chemin. Mais je pense que il y a, voilà, que ce soit la musique, le Bénin n'est pas le pays qui a créé le plus de labels de musique dans les années 60-70 pour rien. Enfin, je pense que il y a des choses qui sont évidemment, le Bénin est un pays qui est absolument reconnu au niveau de la culture. L'artiste compétitif, je peux pas dire beaucoup plus de choses parce que j'ai l'impression que la scène est très importante. Moi, je suis pas capable de vous dire combien d'artistes béninois ont exposé par rapport au nombre d'artistes étrangers parce que j'ai jamais fait cette statistique-là, mais il y a énormément d'artistes qui sont passés par la fondation. Est-ce qu'on arrivera à moitié-moitié peut-être? Est-ce qu'on arrivera à plus de Béninois, plus d'étrangers? Je sais pas. Mais voilà, c'est pas une compétition. C'est des propos à défendre. C'est une œuvre qu'on a envie de partager au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que je dis le critère de nationalité rentre pas en fait en compte quand on expose. Et c'est pour ça que du coup, soit vous me précisez un peu ce que vous voulez me dire par rapport à sur place. Je comprends pas la compétitivité des artistes sur place. Non, la réponse que j'aurais eu, c'est pas un propos, c'est un autre propos qui défend l'artiste que vous choisissez. Bien sûr. Ouais. Absolument. Non, et j'essaye, dans les jurys et tout ça, à l'étranger, j'essaye de pas toujours choisir des Béninois. Mais il faut admettre que c'est hyper difficile parce que très souvent, c'est eux qui sont bien meilleurs que les autres. Mais j'avoue, à chaque fois, je me dis, quand je préside un jury et ça, c'est un peu la loose si c'est toujours des Béninois qui gagnent. Mais il faut admettre que quand même, que ce soit au Bénin ou dans la diaspora, il y a un nombre de jeunes artistes exceptionnels. Donc à la fin... Et je pense qu'en fait, si j'étais pas là dans le jury, les Béninois gagneraient quand même. Mais j'ai toujours peur d'entacher le fait avec les gens qui pensent que je suis un peu nationaliste, alors que c'est pas que je suis nationaliste, c'est que je suis vraiment toujours sur le propos de l'artiste. Mais il se trouve que souvent, les jeunes artistes béninois ont des propos qu'on a envie de partager avec le reste du monde. Marie-Cécile, nous sommes à la fin de cet échange. Avant de conclure, est-ce que vous voudrez dire quelque chose? Non, je crois on a beaucoup échangé. Et, non, je crois on va regarder ce qui se passe. On a des grands enjeux dans ce pays et c'est plutôt bien d'être aujourd'hui dans cette dynamique. Pendant longtemps, on l'a pas été et je crois que les pays voisins le sont pas forcément. Donc nous, on a des grands musées qui arrivent, on a des nouvelles restitutions qui arrivent, on a plein de choses qui doivent évoluer et qui semblent être en train d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt une position confortable et intéressante pour nous. Et après, je pense que voilà, il faut qu'on soit tous les porte-parole des artistes pour les aider à avoir des conditions de travail et de vie beaucoup plus sûres et dans la mesure où ils sont les ambassadeurs du pays. Donc c'est tout à fait essentiel et c'est eux qui portent la voix des jeunes. Donc, je pense que ça, c'est une question de mobilisation de chacun. Mais je pense que c'est pas dans cette salle que je vais avoir besoin de convertir tout le monde. Je ne suis pas devant un public à convertir. Je pense que je suis devant un public de gens qui savent évidemment ça. Donc, je voudrais vous remercier de cette invitation et vous dire qu'en plus, je me suis réinvitée pour l'an prochain. Donc... et ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons vous recevoir ici. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cet échange.
pratiquement 90 minutes, le temps pour gagner une coupe quelque part, ou du moins 3 points, on retient que l'apaise et qu'il ne devient plus allégé que lorsqu'on l'envisage comme un sacerdoce. Et un sacerdoce, il faut un sacrificateur, il faut un agneau, et il faut ceux qui sont appelés à communier. Dans le cas d'espèce, au Bénin, nous travaillons, pas forcément nous, mais la Fondation Zinsou, les acteurs culturels solidaires, solitaires, travaillent à ce que l'art entre dans l'éducation et qu'on découvre l'art non pas comme juste un ornement, mais une passerelle qui nous conduise réellement vers le bonheur, le développement humain, intégral, et même ramener un peu plus de portions de viande dans les assiettes. C'est dans cette perspective que nous avons souhaité recevoir Marie-Cécile Zinsou, aujourd'hui à l'Atrium de l'Harmattan. Et je suis heureux que vous ayez pu nous accorder ce temps qui nous enrichit, qui replace les certitudes à leur place et permet aux doutes de subsister aussi. L'exercice qui nous réunit va à son thème. J'ai omis de me présenter, je suis Stephens Aplogan, je représente et dirige l'Harmattan au Bénin et c'est un plaisir pour nous, moi, l'équipe de l'Harmattan, de vous recevoir. Nous sommes éditeurs, libraires et spécifiquement au Bénin, nous avons adossé à ces 2 principales activités de l'Harmattan un salon intellectuel qui reçoit plus ou moins chaque mois. Il y a des moments où nous sommes à 100 et puis on diffère. Mais nous avons commencé depuis plus d'1 an à recevoir plusieurs personnalités sur des thèmes d'intérêt, toujours pour actionner les mécanismes de réflexion autour de la pensée et surtout contribuer à ce que la pensée circule, qu'on se remette en cause, qu'on se soutienne, qu'on se corrige. Bonsoir à tous et à très bientôt. Ah oui.